Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle pour cette conférence qui va porter sur le projet Santé de territoire qui est mené par le CEPC CNRS sur la zone atelier. Moi je m'appelle Romain, je suis coordinateur pédagogique au groupe ornithologique des Deux-Sèvres. On participe à ce projet-là sur différents pans. Et il y a Sabrina Gaba qui est là, qui est écologue au CNRS aussi, qui va vous présenter le projet d'études. Bonjour à tous, donc, comme l'a dit Romain, c'est une présentation à deux voix. Alors on n'est pas que deux dans ce projet, on est très très nombreux. Comme il a indiqué, c'est un projet qui s'intitule Santé des territoires. On va essayer de jouer avec le micro sans que ça fasse trop bruit. Et donc l'ensemble des partenaires de ce projet sont indiqués ici, donc on est assez nombreux. Ouais, je sais bien, mais c'est bon. Il ne faut plus que je bouge. Alors, ça va être compliqué. Attendez, je vais me mettre ici, comme ça, je ne bouge plus maintenant. Donc en fait, c'est un projet qui implique de nombreuses structures donc de recherche, donc à la fois le CNRS, l'Angers Université et l'INRAE au sein du centre d'études biologiques de Chizé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre d'études qui se situe au sud des Deux-Sèvres, près de la forêt de Chizé. Et également des équipes de Poitiers et de Bordeaux qui sont essentiellement des équipes de chercheurs en médecine et pharmacie et écotoxicologie de l'université de Bordeaux, de Poitiers et de l'INSERM, l'institut qui s'intéresse aussi aux recherches médicales. Et ce projet a aussi un consortium avec des personnes qui ne sont pas des chercheurs, donc le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, la Scope Vision, qui sont des animateurs de territoire, l'association de l'API, qui s'intéresse à tout ce qui est autour de l'eau, les questions de protection de l'eau, et puis les réseaux sociaux, qui est une association de permaculture. Alors, hop, et donc bien sûr, là, ce sont nos financeurs, je reviendrai dessus en remerciement, mais ce projet est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, par Cyril Briot et par l'OFB au travers des financements du programme Ecofito. Donc en fait, on est aujourd'hui à Meligout pour le Festival international du film ornithologique. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer par des petites photos, parce que voilà, c'est bon. Alors pas du tout des photos d'oiseaux, une photo de crapaud, un doré, une chauve-souris et puis un pangolin. Et donc du coup, je voulais vous demander si vous saviez pourquoi j'avais choisi ces trois images, ces trois animaux, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Vecteur de virus? Peut-être pas. C'est une première réponse. Disparition. Oui, il y en a un. Alors, celui-ci a complètement disparu. Là. C'était pas le bon truc. Celui-ci a disparu, effectivement. En fait, ces trois animaux sont très très liés à des impacts sur la santé. Alors, soit effectivement par suspicion de vecteurs de virus, comme l'a dit madame, et donc ici le pangolin au travers du SRAS et donc du Covid, qu'on a tous connu. Pour le crapaud doré, c'est un peu plus compliqué. En fait, cette disparition a entraîné une augmentation des cas de malaria au Costa Rica et au Panama, parce qu'en fait, ce crapaud permettait de réguler les populations de moustiques. Et pour la chauve-souris, c'est une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps, cette année, en fait, sa disparition liée, alors elle a disparu aux États-Unis liée à un champignon qui a provoqué une maladie qu'on appelle du nez blanc, elle a entraîné une augmentation de l'utilisation de pesticides, parce que la chauve-souris permettait de réguler des ravageurs dans les grandes cultures, et le fait qu'elle disparaisse a entraîné une augmentation de ces ravageurs, et pour réguler ces ravageurs, les agriculteurs aux États-Unis, dans plusieurs États, ont augmenté l'utilisation d'insecticides, donc qui a eu un coût important, du point de vue économique pour eux, qui a été estimé en 11 ans à 2,7 milliards de dollars, soit à peu près 2,4 milliards d'euros, mais en plus a eu un impact très fort sur la santé, puisqu'ils ont observé une augmentation de plus de 1000 morts chez les enfants qui vivaient près de ces parcelles agricoles. Donc on voit bien qu'en fait, notre santé, nous humains, est très très liée à celle des organismes vivants avec lesquels on coexiste. Et c'est dans ce cadre que se place le projet Santé des territoires,
d'une manière assez large autour du concept une seule santé qui est représenté ici, dans lequel en fait la santé des humains est intégralement reliée à celle des animaux et celle de leur environnement. Alors comme ça a été mentionné tout à l'heure, en fait on voit souvent les animaux comme des réservoirs de pathogènes qui vont impacter notre santé, mais plutôt d'un impact négatif. Or, en fait, il y a des études qui montrent que on a une augmentation de plus en plus importante des épidémies ces dernières années, et que cette augmentation elle est fortement corrélée à l'augmentation de la disparition des espèces d'animaux dans le monde. Donc en fait, on pourrait se poser la question si en fait c'est pas le contraire, ce serait pas plutôt nous, humains, par nos actions, qui impacteraient négativement ces populations d'animaux sauvages et en retour notre santé. Donc en fait, dans le projet Santé des territoires, c'est exactement ce qu'on veut tester. J'arrive à passer à Diego. Et donc l'ambition qu'on a dans le projet, elle est double. Tout d'abord, en fait, on veut démontrer que la biodiversité a un rôle pour notre santé, mais plutôt un rôle bénéfique dans un cadre d'une seule santé. Et on aimerait réussir à comprendre comment opérationnaliser ce terme d'une seule santé sur un territoire. Parce que dire que notre santé est indépendante, n'est pas indépendante de celle de la biodiversité et de l'environnement, ok, mais in facto, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut, comment est-ce qu'on peut le mettre en place et comment ça peut être déployé par des actions sur un territoire? Donc pour ça, en fait, on a adapté une posture que je vais vous présenter en 3 temps. La première, donc, qui est que la biodiversité a une valeur importante dans notre santé, la durabilité et la résilience de notre territoire, que c'est donc une source de solution plutôt qu'un pool de pathogènes, et qu'elle fait partie de solutions, qu'on appelle des solutions fondées sur la nature, qui vont améliorer la santé globale du territoire et notamment la santé des humains. Le deuxième point, c'est que en fait, pour travailler cette question de la santé des territoires, on est obligé de travailler en interdisciplinarité. On ne peut pas travailler simplement du côté médical ou que du santé de la partie environnementale. Donc en fait, dans le projet, on a intégré des sciences humaines et sociales, des sciences médicales, de la toxicologie, des écologues bien sûr, et on cherche à repenser la santé dans une manière de re-questionner qu'est-ce qui est bien pour nous, pour notre bien-être, plutôt que de voir la santé comme un soin. Et enfin, le dernier aspect de la posture, c'est ce qu'on appelle la transdisciplinarité. C'est-à-dire que la projet de recherche n'est pas simplement porté par un collectif de chercheurs, mais ce projet implique aussi des non-académiques, comme je l'ai présenté tout à l'heure au travers d'associations, et également engage les citoyens dans le processus de recherche. Donc ce projet, il se déroule en Nouvelle-Aquitaine, au sud des Deux-Sèvres. Là, c'est sur un territoire qu'on appelle la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, qui est une des 15 zones ateliers en France labellisées par le ministère de la Recherche. Donc c'est un territoire qui fait 450 km², qui est un territoire agricole. Donc, vous voyez ici toutes les petites polygones de couleurs ici sont des parcelles agricoles. Donc c'est la plaine céréalière, principalement des céréales, du colza, tournesol, maïs. Il y a aussi quelques prairies. Donc il y a 24 communes sur ce territoire, 34 000 habitants. Si on inclut Niort et Mel, on est à 156 000 habitants. Il y a à peu près 130 fermes et plus de 60 établissements scolaires. Alors la spécificité de ce territoire, c'est comme je vous dis, c'est une infrastructure de recherche. Ça fait plus de 30 ans qu'on réalise des suivis de biodiversité. Donc ça va être la biodiversité de manière assez globale, parce que depuis 2016 maintenant, on suit tout ce qu'on appelle la chaîne trophique, donc des vers de terre, des plantes, les insectes rampants, volants, les oiseaux, les criquets, les araignées. On suit également les pratiques agricoles des agriculteurs, donc au travers d'enquêtes qu'on mène auprès d'exploitants, donc à peu près 80 à 100 exploitants par an, ce qui fait qu'on a une bonne connaissance des pratiques qui ont été mises en œuvre sur le territoire depuis presque 20 ans maintenant. Donc par pratique, ça va être le travail du sol, ça va être tout ce qui va être utilisé également en termes de pesticides avec la date, la dose et le produit appliqué. On fait aussi des suivis de fonctions écologiques. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être par exemple la pollinisation. La pollinisation des cultures, on va suivre la quantité
d'insectes qui viennent coloniser des cultures, des plantes de culture et quelle va être la résultante. Et depuis 2019, on part des enquêtes qu'on mène auprès de chacun des habitants, parfois en porte-à-porte. On étudie la consommation alimentaire et notamment la part de cette consommation qui est réalisée en circuit court sur le territoire. Et donc on s'intéresse beaucoup sur ce territoire à la question des pesticides, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un territoire rural. Et donc cette question des pesticides, elle a été encadrée depuis 2007 avec le premier plan Ecophyto, donc à l'IMAG du Grenelle en 2007, puis d'autres plans pour essayer de réduire l'usage des pesticides dans les parcelles agricoles. Donc ce sont des plans qui sont soutenus par pas mal d'argent public, puisqu'ils estiment à peu près 400 millions d'euros de fonds publics qui ont été engagés depuis la mise en œuvre, avec cet objectif de réduire de manière significative, jusqu'à 50% dans le premier temps, le premier plan Ecophyto, l'usage des pesticides. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout eu de réduction ces dernières années. Bien au contraire, en fait, c'est resté plutôt stable, avec toujours une part importante de produits qui sont cancérigènes, mutagènes et qui ont des impacts sur la reproduction, puisqu'il reste à peu près à 20% des produits qui sont utilisés. L'autre point important sur cette utilisation, c'est qu'elle n'est pas homogène sur le territoire. En fait, il y a des zones sur le territoire métropolitain qui sont bien plus exposées à l'usage de pesticides que d'autres, simplement les territoires ruraux. Donc vous voyez ici, en Deux-Sèvres, on n'est pas le territoire qui a le plus d'usage de pesticides, c'est plutôt dans les vignes, mais il y en a quand même pas mal. Et comme vous le savez, cette utilisation de pesticides est fortement reliée au déclin de la biodiversité, que ce soit les oiseaux, les insectes, ou même les insectes domestiques comme l'abeille domestique. Il y a aussi un enjeu autour de la contamination environnementale, puisque tous les travaux qui ont consisté à rechercher des molécules pesticides dans l'environnement ont tous détecté des résidus de ces molécules, que ce soit dans l'eau, dans les sols, dans les organismes vivants comme les vers de terre ou encore dans l'air. Et donc plus récemment, l'INSERM a réalisé une expertise, donc c'était en 2021, de tous les travaux qui avaient été publiés sur les liens entre l'usage de pesticides et la santé humaine. Et donc ils ont révélé qu'il y avait des présomptions très très fortes des liens entre l'exposition aux pesticides en milieu professionnel, donc pour les acteurs du milieu agricole, et plusieurs maladies, notamment le cancer de la prostate ou des troubles cognitifs, mais qu'il restait encore peu d'études qui permettaient de montrer des liens, même s'il y en avait certains qui le montraient, entre l'exposition des riverains des zones agricoles et des maladies comme par exemple la maladie de Parkinson. Et en fait, une des raisons pour cette absence, ou en tout cas ces questionnements sur les liens entre l'exposition aux pesticides et la santé, c'est qu'on est exposé de manière chronique, c'est-à-dire que en fait, ce n'est pas une exposition à un moment donné, c'est un peu tout le temps dans le temps, qu'on est exposé à ce qu'on appelle un cocktail de molécules, c'est pas une molécule, mais l'ensemble de molécules qui ont été appliquées, que ces molécules sont généralement présentes à des doses faibles, donc bien plus faibles que celles qui sont testées en conditions pharmaceutiques pour leur mise sur le marché, et que les sources de l'exposition vont être multiples. Donc on peut être exposé aux pesticides par l'air, par l'eau, par l'alimentation. Donc en fait, c'est assez compliqué de pouvoir comprendre, l'exposition aux pesticides, et deux, les conséquences sur la santé. Donc nous, en fait, on a voulu s'intéresser à cette problématique au travers de trois enjeux. Le premier qui est comment réduire l'usage des pesticides. Alors, je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on travaille sur la zone atelier. Et comment également réduire l'exposition à ces pesticides et réduire l'impact de cette exposition. Donc là, l'exposé va porter sur ces deux objectifs ici. Donc pour ça, en fait, on tient compte de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la spécificité donc, du coup, de cette exposition chronique à faible dose, avec les multiples sources d'exposition et le fait qu'il y ait plusieurs types de molécules. Et le fait qu'il y ait aussi plusieurs types d'organismes qui soient exposés à ces pesticides. Tout ça avec l'objectif de pouvoir penser une nouvelle approche de la santé, et donc comme j'ai dit tout à l'heure, d'opérationnaliser ce concept d'une seule santé à l'échelle d'un territoire. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors déjà on se met dans ce cadre, qui est celui d'une seule santé. Donc on a comme postulat
que la santé des humains, celle des non-humains, donc les êtres vivants avec lesquels on coexiste, non-humains, et puis l'environnement, sont interreliés et interdépendantes. Et pour ça, en fait, ce qu'on souhaite mettre en place sur le territoire, et qu'on a déjà engagé depuis plus de 3 ans maintenant, c'est une dynamique territoriale autour de ces enjeux d'une seule santé. Et donc quand on parle de dynamique territoriale, ça veut dire qu'on travaille à l'échelle d'un territoire avec l'ensemble de ces acteurs, que ce soit des élus, des professionnels de santé, les habitants, qu'ils soient agriculteurs ou non, et également les enfants. Et pour ça, on a une autre hypothèse qui est que les oiseaux, notamment les oiseaux des jardins, vont être des sentinelles de notre santé. Donc là, on reviendra un peu tout à l'heure avec Romain sur pourquoi est-ce qu'on pose cette hypothèse et pourquoi est-ce que l'oiseau serait un bon sentinelle de notre santé. Donc en fait, on a mis en place une stratégie qui nous permet de pouvoir expérimenter en temps réel l'exposition aux pesticides et l'impact sur notre santé. Et on analyse les changements, l'impact des changements, qu'ils soient de pratiques agricoles, mais également de pratiques alimentaires ou de toute autre pratique des habitants du territoire, sur cette exposition aux pesticides et ses conséquences sur la santé. Donc pour ça, en fait, on a tout un volet qui est dédié notamment à ces mesures au travers de questionnaires. Et donc notre objectif à terme, c'est de construire une cohorte partenaire, donc on a commencé déjà à construire, qui englobe l'ensemble des 34 000 habitants de la zone atelier, mais également les êtres vivants, dont les oiseaux. Donc on appelle ça une cohorte partenaire parce qu'en fait les habitants sont partenaires du projet. Alors le premier volet de ce gros projet, c'est a pour objectif de caractériser l'exposition aux pesticides dans ce territoire agricole et ses effets sur la santé. Donc pour ça, on travaille avec des habitants partenaires, je vais revenir dessus, donc qui sont des habitants du territoire qui sont impliqués dans le projet, comme vous verrez tout à l'heure. Et le deuxième volet, c'est un volet qui porte sur la co-conception et le test des solutions qui auront été construites pour réduire l'usage et l'exposition des pesticides sur le territoire. Donc en fait, pour caractériser l'exposition des pesticides, on a mis en place une stratégie d'échantillonnage qui consiste à travailler par paire de villages de la zone atelier, donc je vous rappelle, il y en a 24, chaque année. Donc on a débuté par les communes de Beauvoir-sur-Niort et Fort, puis Saint-Symphorien et Secondigné, et là cette année, on va commencer à l'automne avec la Foix-Mongeau, les habitants de la Foix-Mongeau et du Bourg. Donc en fait, ces communes, elles ne sont pas choisies de manière aléatoire, parce qu'en fait, on a une bonne connaissance du territoire, et notamment des zones qui sont en agriculture biologique et celles qui ne le sont pas. Et donc chaque année, on choisit des paires de communes, avec une commune qui est plus entourée d'agriculture biologique et une commune qui l'est moins, en posant l'hypothèse que l'exposition aux pesticides devrait être moindre dans les communes où il y a plus d'agriculture biologique que dans les autres. Donc la cohorte actuellement, elle comprend 20 foyers à Beauvoir-sur-Niort, 20 à Fort, 18 à Saint-Symphorien et 19 à Secondigny-sur-Vesle. Et les habitants de ces foyers font partie de notre cohorte avec plus ou moins d'habitants, parce que parfois il y a des couples, voire les enfants majeurs qui font partie de la cohorte. Donc, avec ces habitants, donc chez eux, dans leur habitation, leur jardin, ce qu'on étudie, c'est ce qu'on appelle la chaîne pression-exposition-impact. Donc la pression, elle est au travers de ce proxy qui est la quantité d'agriculture biologique qu'on va trouver autour des villages, mais également, c'est une mesure qu'on réalise, qui est la distance de l'habitation la plus proche parcelle en agriculture conventionnelle. Donc là aussi, on pose l'hypothèse que plus on se rapproche d'une parcelle en agriculture conventionnelle, plus on risque d'être exposé aux pesticides. Donc une fois, dans chacune de ces habitations, ce qu'on réalise, c'est tout un panel de mesures qui vont être des mesures pour estimer l'exposition des habitants au travers de leur alimentation, donc par exemple au travers du questionnaire. On réalise des campagnes de prélèvement de cheveux, d'urine et de sel chez les habitants pour mesurer leur exposition donc à un temps court au travers de l'urine et les sels, à un temps plus long au travers des prélèvements de cheveux. On réalise également dans les jardins des prélèvements de sol et d'eau pour mesurer l'exposition aux pesticides de l'environnement.
des prélèvements de poils de chat. Alors les chats, on les a équipés de GPS pour savoir où ils se promènent, et les poils de chat nous permettent de pouvoir corréler les déplacements de ces chats à leur exposition aux pesticides, pour comprendre en fait comment le chat, en se promenant dans les territoires, peut rapporter des résidus de pesticides dans les habitations. Et on a tout un panel de mesures également dans les jardins, donc les insectes, les vers de terre et les oiseaux, pour pouvoir quantifier les relations trophiques, donc les quantités de pesticides qu'on va retrouver dans les vers de terre, les insectes, et in fine l'oiseau quand c'est leur consommation alimentaire. Donc l'ensemble de ces échantillons sont soumis à des analyses de résidus pesticides. On a établi une liste d'à peu près 500 molécules. On est capable actuellement d'en quantifier 150. Donc cette molécule, elle contient toutes les molécules qui sont épandues, donc ont été achetées, qu'on a retrouvées dans les eaux du territoire, ou qu'on a retrouvées depuis plusieurs années, qui sont des molécules qui sont rémanentes. Et puis, on mesure aussi l'impact de cette exposition donc sur les oiseaux, donc, qui sont notre modèle d'étude pour la santé de la biodiversité, au travers de mesures de comportement, des mesures physiologiques et des comportements de reproduction. Et chez l'homme, on étudie les liens avec différentes maladies, donc avec des questionnaires ou des d'entrée aux urgences notamment, et également des mesures du microbiote, puisqu'il y a des liens très forts qui ont été mis en évidence entre les compositions du microbiote et des maladies comme la maladie de Parkinson. Maintenant, je vais laisser la parole à Romain qui va vous expliquer pourquoi on a choisi l'oiseau. Merci. Alors, pourquoi spécifiquement les oiseaux? Alors en fait, c'est lié à l'adaptation à leur environnement, à leur mode de vie, ainsi qu'à la facilité d'observation. Voilà, c'est un cortège qui est relativement facile à observer. Et en fait, ça en fait des indicateurs de la santé d'un territoire facilement étudiables. Et donc ce sont des organismes sentinelles. Donc le suivi de leur santé, de leur groupe et de leur comportement, il permet d'étudier les conséquences soit directes ou indirectes de l'activité humaine sur la biodiversité. Donc on a une diversité d'espèces, c'est-à-dire que on part du constat que plus un milieu accueille une diversité d'oiseaux, plus le milieu est de meilleure qualité. Et donc l'oiseau se trouve au sommet de la chaîne trophique, de par la chaîne alimentaire. Il va être au-dessus et il va consommer des insectes, différents types d'insectes qu'on va pouvoir. Donc, ça permet d'avoir un panel des milieux qui sont utilisés par l'oiseau. Et donc, on a ciblé un cortège d'espèces spécifiques qui vont nous permettre d'explorer toutes ces écologies différentes. Du coup, différentes voies de contamination, une diversité de régimes alimentaires et différentes écologies. Par exemple, on s'est posé la question, est-ce qu'une écologie va être plus protectrice ou plus impactante qu'une autre écologie? Donc, par exemple, le rossignol philomèle, lui, va nicher et se nourrir exclusivement dans la haie, alors que la fauvette grisette, elle va nicher dans la haie, mais se nourrir dans la parcelle. Donc est-ce que l'écologie du rossignol lui permet d'être plus protégée que l'écologie de la fauvette grisette? Ça, c'est une des questions qu'on s'est posées. Donc il y a 25 espèces qui ont été identifiées comme dans ce cortège d'espèces-là, enfin d'oiseaux. On a effectué donc des sessions de capture dans les jardins et dans les haies des communes ciblées. Donc dans les jardins, ça représente 9 jardins sur la commune de Beauvoir-sur-Niort, 10 jardins sur Fort, 8 sur Saint-Symphorien et 8 sur Ségondigné sur Belle. Avec 2 sessions à chaque fois, ce qui permet d'avoir un volume d'oiseaux intéressant pour analyser. Donc au niveau des résultats à peu près, donc à Beauvoir ça représentait 238 captures et 193 individus présentant des pesticides. Oui, qui vont être analysés, parce qu'après tous les oiseaux ne sont pas forcément dans le cortège ou ne présentent pas les caractéristiques adéquates aux analyses. Donc voilà, ça représente à peu près ça et je vous montrerai après le chiffre global. Donc là vous avez un exemple de système de filets de capture là, qui sont installés dans les jardins pour pouvoir récupérer les oiseaux et ça représentait en tout 848 captures d'oiseaux.
de 39 espèces, donc des espèces qui sont hors étude. Donc 814 bagages, donc le bagage, c'est la première capture de l'oiseau. Donc là, on lui pose les bagues et on fait toutes les mesures adéquates, qui soient physiologiques, prise de sang, étude aussi du plumage et tout un cortège de mesures. Et 34 contrôles, donc ça veut dire qu'il y a des oiseaux qui sont recontrôlés, donc, ce qui nous permet de savoir s'ils restent sur le milieu, et ça apporte aussi à l'étude qui est menée ensuite. Et donc quelques résultats, second dîner sur Belle, on voit que le top 1 c'est le moineau domestique, qui arrive vraiment en tête, et après on a la mésange charbonnière en 3 et le merle noir en 2e position, mais qui sont à peu près sur la même marche du podium, et 8 espèces hors programme. Donc, vous avez martin pêcheur, hirondelle rustique, voilà, il y a tout un tas d'oiseaux qui passent par les jardins aussi, ils ne font pas tous partie des espèces étudiées. Et à Saint-Symphorien, on a le même podium, avec un petit peu plus de merle noir qu'à Secondigné-sur-Belle, mais on arrive sur les 3 mêmes espèces. Donc ça nous a permis quand même d'augmenter un petit peu, ça apporte à l'étude forcément, de savoir un petit peu comment les oiseaux se comportent, est-ce qu'ils sont impactés ou pas par les pesticides. Et donc ça, c'est les captures qui ont été faites dans les jardins, mais aussi des sessions de capture qui ont été faites dans les haies. Et pareil, avec la même relation, est-ce qu'elles sont plus ou moins proches de parcelles en agriculture biologique ou en conventionnel? Excusez-moi, oui. Là, vous avez mis un nombre d'individus qui est impacté par les pesticides, c'est ça? Ou 193 par exemple? Non, c'est pas ça, en fait, c'est ceux qui vont être soumis à analyse en fait. En fait, Voilà. C'est les individus chez qui des prises de temps ont été réalisées pour qu'on puisse analyser dans le sang les résidus. D'accord, là c'est pas les résultats. Non, il n'y a pas encore. Ok. Hop. Non, c'est bon. Et donc, un deuxième pan, là je sors des oiseaux du coup, c'est aussi la co-conception, donc les tests de solutions pour réduire l'usage et l'exposition aux pesticides. On a développé un programme d'animation scolaire pour pouvoir justement sensibiliser les plus jeunes à ces questions-là et comprendre un peu est-ce que ces programmes ont un impact sur la représentation de ce concept une seule santé. Et donc il a été co-construit et mené par le consortium, donc des roseaux sociaux, de l'API, de la Scope Vision et du groupe ornithologie des Deux-Sèvres. Et donc on y retrouve justement nos 4 grandes thématiques, l'alimentation, la biodiversité, le cycle de l'eau et l'environnement plutôt par la connaissance végétale. Donc chaque association intervenait spécifiquement dans sa thématique auprès d'une classe. Et donc ça représentait en tout 48 animations sur le territoire, dont 3 animations thématiques, 5 classes à l'école de Beauvoir, 7 à l'école de Fort et 4 classes à l'école de Saint-Symphorien, et avec une journée de restitution dans chaque établissement. Et aussi pour comprendre un petit peu comment cette représentation elle fonctionne chez les enfants, à chaque début de séance, ils ont été soumis chacun à un questionnaire qui est sous forme de pictogramme. Et là, on cherchait à comprendre leur représentation, de la santé par rapport à eux, leurs proches et leur environnement. Donc la première fois qu'ils ont été questionnés, c'était en tout début, avant d'avoir une animation. Ça nous permet d'avoir un état initial. Et ensuite, à chaque début de séance, et voir si nos animations avaient une influence sur leur représentation. Et donc ça a donné quelques résultats, comme vous pouvez le voir là. Donc là, vous avez 3 types de classes, E2, CM1, CM2, et avec à chaque fois le type de réponse qui a été donné. Donc quand il s'agit, quand la question est posée par rapport à leur propre santé, là, ce qui ressort particulièrement, c'est le sommeil, la nourriture et la famille. Et après, on peut voir s'il y a des évolutions justement entre les 2 séances, séance 1 et séance 2. On n'a pas encore mis la 3e. Là, c'est la question, est-ce que, par rapport à la santé de leurs proches, comment ils représentent la santé de leurs proches? C'est-à-dire vous. Donc là, pour eux, il faut bien manger, bien dormir, et il va falloir se bouger un petit peu. C'est un petit peu la représentation qu'ils se font.
Et après, quand il s'agit du coup de la santé du territoire, donc là on aborde d'autres thématiques. Et ce qui revient principalement, c'est conserver la biodiversité, la haie et les mares et les rivières. Et on peut voir que, par exemple, si on prend les CE2, première séance, conserver la biodiversité, ce n'était pas forcément présent, mais par contre, on a une vraie augmentation à la deuxième séance. Donc on verra en analysant les questionnaires et les types de séances qui ont été portés, mais on voit qu'il y a des évolutions, donc on pourra mesurer un impact. Et après, je vais laisser la parole à... Ouais. Moi, je Et donc, du coup, comme l'a dit Romain, chacune des interventions dans les classes est portée par une structure autour d'un thème. Donc l'objectif du programme, c'est de montrer ces interdépendances entre la santé, l'environnement, la biodiversité et celle des humains. L'objectif, c'était à la fin de ces sessions de créer aussi un événement pour remettre tout ça dans leur contexte et puis faire émerger par les discussions entre les enfants qui avaient assisté à chacune de ces interventions dans leur classe, le fait qu'il existait des liens et que ces liens étaient assez forts. Donc en fait pour ça, on a pensé à un événement qui s'appelle un événement de clôture, autour duquel en fait les enfants de classes différentes, donc les enfants qui ont bénéficié d'interventions sur des thématiques différentes, puissent échanger et puissent produire alors là c'est une œuvre, qui est un poster, pour montrer comment, à l'issue de cette discussion, ils ont fait émerger ce qui était important pour la santé, notamment comment ils font revenir quelque part qui est un peu leur inconnu commun, qui est une seule santé. Donc vous avez ici deux exemples de posters qui ont été produits par les enfants lors des sessions de clôture dans chacune des écoles. Donc on retrouve bien les liens, donc là par exemple l'eau qui vient filer là autour et qui quelque part relie à la fois l'écosystème, la nourriture, les animaux, l'environnement de manière générale, à la santé. Donc en fait ça on l'a réalisé, donc, comme l'a dit Romain, dans 3 écoles en 2023, l'année scolaire 2023-2024. On recommence cette année en 2024-2025 dans 3 autres écoles, qui sont la fois Mongeau, Les Faux, Secondier-sur-Belle et Bougon. Donc à chaque fois c'est des écoles dans lesquelles on intervient aussi au travers des suivis avec les habitants partenaires pour l'exposition aux pesticides. Et puis cette année on lance un nouveau projet. Là, on va s'intéresser aux lycéens, qui s'appelle Au lycée, donc le HO c'est pour One Health, et dont l'objectif est d'emmener les lycéens à réfléchir à quelles actions ils pourraient mettre en place pour améliorer la santé de leur territoire, et ici leur territoire c'est leur lycée. Donc là en fait il y a plusieurs vocations, il y a la vocation aussi de réussir à se mettre ensemble, de se mettre en mouvement collectivement, afin de penser la santé de territoire, et donc du coup ici celui qui fréquente le plus, qui est leur lycée. Donc on va travailler avec 2 lycées généraux et 2 lycées agricoles, de Niort et de Melle. Et donc c'est un projet qui a obtenu un soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour construire cette dynamique territoriale, on travaille avec les habitants, avec les scolaires, mais en fait ce qui est important aussi pour nous quand on aborde la santé, ce sont les professionnels de santé. Donc on a commencé par cartographier l'ensemble des professionnels de santé du territoire sur lequel on travaille. Donc on les a contactés un à un, on leur a tous présenté le projet, ils ont tous été intéressés, on a obtenu leurs adresses mail et on leur a fait parvenir une enquête dans un premier temps pour essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qu'ils connaissaient en fait, de ce concept d'une seule santé et qu'est-ce qu'ils étaient prêts à faire pour opérationnaliser ce concept à l'échelle du territoire sur lequel ils travaillent et parfois sur lequel ils vivent. Donc on a obtenu 23 réponses. Alors moi j'étais pas très satisfaite, mais mes collègues qui travaillent plutôt avec les médecins étaient très étonnés et ils ont trouvé que c'était beaucoup. Donc apparemment c'est pas mal. Sur ces 23 réponses, on s'est rendu compte que la majorité, à peu près, si on rajoute, c'est plus de 50% connaissent mal ou pas du tout ce concept d'une seule santé. Mais par contre, ils sont intéressés pour mieux le comprendre et surtout comprendre comment est-ce qu'ils pourraient le mettre en place dans leur pratique. Et parmi les participants à l'enquête, on a 8 professionnels de santé, donc c'est des médecins, des pharmaciens, ça peut être aussi des infirmières et tout autre professionnel de santé, ont souhaité participer aux animations du projet, donc à réfléchir avec nous à ce concept et surtout à la manière de le rendre opérationnel, et 11 souhaitent devenir des habitants partenaires.
Et en fait, de manière générale, ce qu'on est en train de travailler avec eux, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir une posture qui serait un maintien du bien-être plutôt que d'avoir une posture de soin. Donc, voilà, plutôt que d'être soigné, ce qu'on veut, c'est rester en bonne santé. Et donc, c'est ça qu'on cherche à travailler avec eux. Donc, en fait, pour conclure cette présentation, j'espère qu'on n'a pas trop dépassé le temps. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut aller vers un territoire en bonne santé ? Et donc maintenant, en fait, l'accumulation de toutes ces informations, pour nous, c'est une base de connaissances dans l'objectif de concevoir de manière collective des solutions pour réduire l'exposition aux pesticides, bien sûr, mais pas que, l'exposition aux pathogènes aussi de manière générale, que ce soit ceux des cultures ou ceux des humains, pour améliorer la santé des territoires. Donc là, en fait, on se pose beaucoup de questions, et pour ça, on va mettre en place tout un dispositif de réflexif autour d'ateliers avec les habitants de la zone atelier, autour de comment est-ce qu'on peut caractériser la santé d'un territoire. En d'autres termes, qu'est-ce que pour, alors je dis vous, c'est-à-dire pour nous tous, qu'est-ce que pour nous, en fait, les critères d'une bonne santé d'un territoire ? Quels seraient des indicateurs que l'on pourrait mettre, qu'on pourrait développer, qu'on pourrait suivre pour savoir si le territoire dans lequel on vit est en bonne santé. Donc je rappelle ici, la santé, c'est vraiment de manière très globale qu'on la pense. Et puis, quelles caractéristiques des écosystèmes pour qu'on avoir une société et des écosystèmes en bonne santé. Parce qu'au début, je vous ai dit qu'un de nos postulats, c'est que la biodiversité serait le levier pour avoir un territoire en bonne santé. Donc du coup, qu'à partir des écosystèmes et de la biodiversité, on pourrait concevoir des solutions fondées sur la nature. Donc là, c'est aussi quelque chose qu'on va travailler. Et puis, une fois qu'on a identifié des solutions, c'est comment on les met en œuvre. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est être dans l'action. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir une action à la fois individuelle et collective pour déployer ces solutions fondées sur la nature à l'échelle du territoire. Et après, il y a plein d'autres questions, je pense, qui vont émerger. C'est pour ça que j'ai mis des petits points, parce qu'on ne les a pas encore identifiées, mais elles existent sûrement. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention. Et puis je remercie à nouveau tous nos partenaires, les financeurs de ce projet, parce qu'on a besoin de ressources humaines et de ressources financières pour avancer, et vous tous pour votre attention. Merci beaucoup. Il reste 5 minutes pour une ou deux questions, si jamais. Monsieur derrière vous. Oui, petite question sur la participation citoyenne. Quel est son levier, quel est son pouvoir au fond, quand on sait que les décisions, notamment en matière de pollution phytosanitaire, dépendent des pouvoirs publics d'une part et du lobby des grands groupes industriels chimiques. Donc, quels sont les leviers des citoyens par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre entre les consultations citoyennes et le lobby des grands groupes? Alors il y a un déséquilibre, on n'est pas bien plus nombreux qu'eux. Déjà on peut agir déjà en masse, et une action très simple, c'est qu'est-ce que vous mangez? Parce qu'en fait l'alimentation qui est produite, c'est celle qui est consommée et donc demandée par les consommateurs. Donc la première action qu'on peut tous faire, c'est choisir une alimentation locale, biologique si vous ne voulez pas de pesticides. Et ça permettra aussi d'enclencher un changement au niveau des filières, puisque quelque part, c'est l'économie et la finance qui fait fonctionner. Donc si plus personne n'achète ces produits, ils vont aussi revoir leur manière de produire. C'est une première réponse d'action citoyenne qui pourrait être, à mon avis, assez efficace et assez simple à mettre en œuvre. Oui, bonjour. Justement, je me demandais dans votre... Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir aussi quelle partie était prise pour la santé mentale. En fait, est-ce que c'était aussi une approche que vous avez intégrée dans vos protocoles? Alors en fait, je ne l'ai pas abordé parce que le temps est court déjà, plus de 5 minutes là. Mais effectivement, cette notion de bien-être et du coup de psychologie aussi est prise en compte dans le projet. Donc on travaille avec les chercheurs en santé publique qui s'intéressent beaucoup à la psychologie environnementale de Poitiers. Et donc là, c'est quelque chose qu'on travaille à la fois avec les agriculteurs quand on repense avec eux des nouveaux modèles agricoles. Donc est-ce que le fait de réduire notamment l'usage de pesticides, si je reviens à la question précédente, le fait de plus travailler avec la nature améliore aussi son bien-être, son mental, c'est-à-dire la manière dont en fait,
on va voir son métier, donc les interactions qu'on peut avoir avec les autres. Et c'est aussi des questions qu'on interroge avec les habitants. Et notamment quand je posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui est pour vous en fait un territoire en bonne santé, à mon avis, un des indicateurs qui risque d'émerger, ça va être des indicateurs qui vont être autour du bien-être et de la santé mentale. Et quand on mène des enquêtes, alors on n'a pas présenté aussi, mais les enquêtes qu'on mène auprès des enfants, on les mène aussi auprès des habitants. Cette question de la santé mentale, enfin, pas formulée sous ce terme, mais en tout cas est souvent exprimée aussi. Hein. Le fait d'avoir des relations sociales, le fait de se sentir bien psychologiquement, c'est quelque chose qui est un critère important derrière la définition de santé. Est-ce que des élus ont été contactés ou pas? Est-ce qu'ils sont intéressés par ça? Alors, les élus, donc en fait, en France, on a plusieurs couches, je pense que c'est partout dans le monde. Mais, dans les communes avec lesquelles on travaille, on a contacté les conseils municipaux et les maires. On a également présenté le projet, j'étais avec François, aux communautés de communes, notamment à la Cannes, c'est la communauté d'agglomération de Niort, et le Loire-Poitou. Et puis la région Nouvelle-Aquitaine est très au courant du projet puisqu'elle nous finance. Et pour l'anecdote, on a même un appel à projet qu'on a déposé dans lequel la vice-présidente chargée de la santé est partenaire du projet. Voilà, donc ils sont au courant, ils sont très intéressés par la suite. Et donc, est-ce que la FNSEA est impliquée? Alors la FNSEA, c'est un organisme. Donc on travaille avec les agriculteurs. On travaille du coup avec les agriculteurs et donc on a des agriculteurs qui sont agriculteurs conventionnels qui font partie de nos habitants partenaires. On n'a pas encore travaillé directement avec la MSA, c'est quelque chose que j'essaye de... Oui, mais la MSA, qui est la mutuelle des agriculteurs, a des élus et la majorité de ces élus, une grande partie de ces élus font partie du syndicat majoritaire qu'est la FNSEA, donc c'est une manière d'entrer aussi pour répondre à votre question. Voilà. Donc, après, peut-être qu'il y a des agriculteurs qui sont syndiqués à la FNSEA qui font partie du projet. Hein. Mais à l'échelle... Oh ben, non, mais il ne faut pas croire. Hein. Enfin, je pense que en fait, le projet est assez inclusif et intéressé. C'est eux qui sont les premiers impactés par l'exposition aux pesticides. Les manifestations des agriculteurs, les manifestations passées et les manifestations actuelles, je doute qu'on ne vous entend pas là sur la santé des citoyens. Ben, bon, c'est un débat qui est à mon avis bien plus large que celui de la santé des citoyens. C'est la santé, les agriculteurs sont aussi des citoyens et donc il y a celle des écosystèmes. Je pense qu'il y a plusieurs leviers dans le mal-être actuel des agriculteurs, il y a plusieurs raisons dans le mal-être actuel qui conduit les agriculteurs à manifester, qui sont effectivement parfois instrumentalisés, si c'est là que vous voulez venir, par des syndicats majoritaires. Mais le fait de repenser la manière de produire avec eux afin qu'ils puissent concilier production agricole, performance économique, leur santé, celle des écosystèmes, c'est une manière d'agir avec eux et de les emmener. Donc ça, en fait, c'est un volet qu'on n'a pas présenté ici, mais on travaille avec l'ensemble des agriculteurs, quel que soit leur modèle agricole, qu'il soit conventionnel ou en agriculture biologique, et quel que soit le syndicat auquel ils sont affiliés. Hein. Voilà. Et le projet a été présenté à la Chambre d'agriculture également. Une dernière question, parce que les suivants ont besoin du temps pour s'installer aussi. Oui, je me demandais aussi dans votre présentation, justement, il y avait un moment qu'il y avait une mauvaise connaissance finalement de cette notion d'une seule santé, même de cette compréhension de l'interconnexion des organismes, des écosystèmes, que la santé des uns dépend de celle des autres. Et ça paraît quelque chose, justement, est-ce que vous l'avez analysé ça, que le lien n'a pas été fait, pourquoi il y a cette réponse-là auprès de professionnels de la santé? Ouais, je vais répondre, peut-être qu'il y a monsieur qui voulait répondre. Vous êtes à la même question? Parfait, hein, quelle connexion. En fait, c'est assez simple, c'est que la santé telle qu'elle est enseignée à l'heure actuelle, elle est vraiment enseignée dans l'objectif de soigner, et donc de soigner tout ce qui va être maladie physiologique, voilà, un peu aussi santé mentale, mais on voit que c'est pas non plus la grande part. Et donc du coup, le rôle de l'environnement sur la santé, c'est pas quelque chose qui est prégnant et même qui est même plutôt absent de la formation des professionnels de santé. Je sais pas si... Désolée, c'est pas grave, il y a un interlude.
30 secondes là, du coup. Oui. Et donc en fait, il y a un courant qui a émergé il y a quelques années au sein des universités de médecine, pharmacie notamment, qui s'appelle la santé environnementale. Mais là, en fait, l'environnement est vu comme un vecteur soit de polluants, soit de pathogènes, et on n'est pas du tout dans cet objectif d'interrelations qui peuvent être aussi bénéfiques. Donc en fait, la santé et l'humain de manière générale est vu de manière très déconnectée de l'environnement dans lequel il vit. Donc pour moi, c'est un des éléments, et c'est vrai que les médecins avec lesquels on interagit, parce que c'est majoritairement des médecins et des pharmaciens, en fait, commencent à pressentir ces liens, mais souvent encore sous ce terme justement de santé environnementale. Et donc là, c'est pour ça que quand je discute avec eux, j'essaie de leur emmener cette notion de santé sous le point de vue de rester en bonne santé et pas se soigner, parce que je pense que c'est pas que la sémantique, hein, c'est aussi une autre manière aussi de réfléchir et aussi de remettre les écosystèmes au cœur en fait de leur manière de penser la santé. Juste une petite observation. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, en fac de médecine, on n'apprend pas la santé, on apprend les maladies. Je suis médecin, donc je sais un peu de quoi je parle. En fait, ça devrait être de la médecine préventive, et la médecine préventive est le parent très très pauvre de la médecine tout court. Voilà. D'autre part, j'avais juste une petite observation. Vous avez dit qu'il y a 14 territoires en France. Est-ce qu'il y a les autres territoires se penchent sur ce même type d'études ou des études très différentes? Alors en fait, il y a 15 zones ateliers donc, qui sont des infrastructures de recherche en France. Non, on est la seule pour l'instant à déployer ce projet. Et donc, si ça vous intéresse de venir réfléchir avec nous, avec les professionnels de santé, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, comme ça qu'on puisse tous avancer et faire bouger les choses. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Ouais, mais on est quand même très nombreux. Merci.